Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce mardi 4 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans la quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Au programme aujourd'hui, nous avons un max FUD qui s'est effectué notamment sur Binance et CZ, on va aller voir tout ça, on va se faire un petit détour aussi par la finance décentralisée, parce que j'ai quelques petits tweets intéressants à vous donner, et ensuite on ira faire l'analyse technique, comme d'habitude. On commence tout de suite avec la petite news sur la DeFi, c'est PancakeSwap, donc le DEX de la BNB Chain, donc l'échange décentralisé qui passe sous Uniswap 3. Il faut savoir que Uniswap, quand ils avaient lancé la V2, le code était libre. Quand ils ont lancé la V3, ils ont bloqué le code pendant un certain nombre d'années, je crois que c'était 2 ans, et ça a été libéré le 1er avril 2023, et ça permet justement à tous les protocoles de réutiliser leur code qui a été effectué, et à savoir qu'il y a une grosse optimisation qui est faite, et donc c'est excessivement positif pour les différents échanges décentralisés qui vont pouvoir se mettre à jour, en tout cas qui n'avaient pas pu se mettre à jour à l'époque, vont pouvoir justement forker Uniswap 3. À côté, nous avons Mark Zeller, donc très connu, acteur très fort, notamment dans AAV, qui nous explique le principe de la décentralisation d'un projet. Il l'a vécu au cœur même de AAV, et il nous explique que c'est pas possible de décentraliser un projet. Dès le début, il faut qu'il y ait une part de centralisation, parce que au début, on a besoin d'agir, on a besoin de construire, donc il faut qu'on passe de l'action, et pas forcément de la réflexion et de la discussion, et c'est très important de le retenir. Et justement, l'image qu'il a montrée, c'est qu'un projet, au début, ne peut pas être gouverné comme l'Union Européenne à l'heure actuelle. C'est logique et normal. Et je pense que c'est un tweet qui a été effectué notamment par rapport à Arbitrum, dans lequel il y a eu des choix qui auraient été faits sans qu'il y ait un vote structurel pour pouvoir financer la fondation. Et je pense en effet que c'est vrai, il faut impérativement avoir cette démarche de se dire, ok, on va devoir centraliser pour pouvoir décentraliser au début, pour pouvoir construire justement un DAO correct, un organisme décentralisé autonome. Donc la décentralisation se construit, ne se fait pas dès le début, et c'est très important de le retenir, et c'est un très bon tweet que vous retrouverez d'ailleurs toujours sur le thread qui sera en lien sur cette vidéo et qui sera disponible sur mon Twitter directement, n'hésitez pas à me suivre. Ensuite, nous avons le gros FUD qui s'est lancé avec un message qui a été récupéré, et ce message a été décrypté partiellement, disant que Interpol avait lancé une Red Notice pour le CEO de Binance, donc c'est-à-dire CZ. Red Notice, ça veut dire un mandat d'arrêt international, pour justement l'arrêter et ensuite processer un certain nombre de charges, ou en tout cas lancer une enquête. Ça a été démenti, on a vu que ce n'était pas le cas, et malheureusement ça s'est enfoncé, on a eu une réaction très forte sur le BNB, sur le BTC, et il faut bien prendre en compte, et il faut faire très attention justement, ça nous rappelle à quel point on peut être manipulé, et prendre du recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer, et là-dessus vous avez sur Coindesk l'ensemble des éléments avec les différents messages qui ont été donnés, et les différentes interventions qui ont été faites, hein, notamment Patrick Hillman, qui est un grand monsieur en tout cas dans la crypto, qui nous expliquait que, en l'occurrence, ce n'était pas possible, et on a tous les différents éléments, mais c'est très important de prendre en considération surtout la réaction du cours par rapport à ce type de nouvelles, et ça a été immédiat et très fort. À côté, nous avons les ETF, et notamment la sortie du sondage concernant les investisseurs ETF, et on voit que la crypto-monnaie est toujours présente, notamment le BTC, la volonté d'avoir un ETF BTC et un ETF crypto est très fort auprès des investisseurs ETF, mais on sent aussi qu'il y a une diminution de la volonté d'achat, ce qui est tout à fait logique par rapport à ce qui s'est passé sur l'année 2022, c'est normal que les investisseurs soient beaucoup plus réticents. Nous avons, petite dernière nouvelle, une attaque qui a été effectuée sur Ethereum, notamment sur les MEV, donc Maximal Extraction Value, je vous ai déjà fait un thread dessus, c'est une méthodologie qui permet de récupérer dans la construction des blocs d'Ethereum lorsqu'on valide des blocs en tant que validateur, on a la possibilité de pouvoir optimiser ces blocs pour gagner plus. Et ça s'est fait avec justement des bots MEV, et on voit qu'ils ont été détournés, et avec une perte de 25 millions de dollars dans une attaque qui a été très sophistiquée dans l'utilisation d'un programme supplémentaire en plus de la validation des nodes. Il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose qui est qui est intégré dans la validation des nodes tout seul, c'est un programme qu'on rajoute pour optimiser les
bloc, et c'est ce programme-là qui a été hacké et qui a été compromis, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention en rajoutant des couches supplémentaires à quelque chose qui est censé être solide et inviolable, comme par exemple la blockchain. Nous avons ensuite au niveau du calendrier un PMI, donc hier qui a été 46,3, un petit peu en dessous, le marché a pas trop mal réagi, on va pas se le cacher, on va aller voir ça tout à l'heure, donc c'est plutôt positif, ça veut dire que la réaction du marché est plutôt stable sur des nouvelles qui sont mitigées. Donc ça veut dire qu'on n'attend pas à avoir quelque chose d'excessivement bullish pour pouvoir réagir, on a quelque chose qui se construit, et ce qui est avantageux en tout cas, et c'est ce qu'on remarque déjà depuis un certain temps. On va faire d'ailleurs une petite passe, parce qu'on parlait de manipulation, et j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ici, qu'est-ce que l'on voit? Je pense que vous l'avez regardé si vous êtes déjà sur Twitter. Nous avons nos bons amis Elon Musk et Dogecoin qui se sont revus et qui nous ont fait une petite blagounette ce matin, dans lequel, enfin ce matin, ça date d'hier, dans lequel on voit à la place du logo Twitter, Dogecoin. Forcément, on a Dogecoin qui a fait plus 30%, je crois, ou plus 40%, donc quelque chose qui a été relativement fort. Est-ce que c'est caractérisé comme de la manipulation? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'on en est pas loin du tout. Alors, je vous rappelle que c'est toujours possible d'avoir accès au parcours pédagogique gratuitement. Parcours pédagogique, 150 vidéos, 150 contenus pour plus de 30 heures de formation. Donc c'est disponible gratuitement. Pour ça, il faut être sur le Discord et avoir rempli ce petit document que vous retrouverez en description et en commentaire de la vidéo, et être inscrit sur Bybit ou BitGet avec mon lien pour y avoir accès. Je valide ça tous les dimanches, donc inscrivez-vous et remplissez le petit document si vous voulez avoir accès au parcours pédagogique. En même temps, ce sera l'occasion d'aller regarder et checker tous les différents produits qu'ils vous proposent. Faites très attention bien évidemment aux produits dérivés et à la crypto-monnaie, il y a toujours des risques de perte très forts. Bybit propose quand même un ensemble de produits spot dérivés NFT Bybit Earn, achetés directement de la crypto mensuellement avec des bits dans lequel on va avoir des options, on va avoir un DEX, donc c'est-à-dire un échange décentralisé au sein de l'échange centralisé, et vous avez le lancement de la carte qui s'effectue il y a peu. On passe sur la partie technique, on est sur le graphique du CME en daily, on voit bien que ça y est, nous avons fait la Golden Cross qui est en train de se valider sur le CME. Pour rappel, sur le Total Index, on l'avait déjà fait il y a un certain temps, là on a une forme de validation qui est en train de se faire, mais on fait toujours très attention parce qu'on a une divergence structurelle au niveau du RSI 14 qui est toujours présente et qui nous indique toujours une diminution du momentum au niveau du RSI, donc ça veut dire que la pression est bien moindre, ce qui est tout à fait logique, étant donné qu'on a fait une rupture ici, qu'on est allé combler ici ce gap qu'on est en train de travailler. D'ailleurs ça se voit très bien, hein, que c'est exactement la zone de travail du cours sur cette partie-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette divergence va se valider? C'est une divergence qui est en daily, donc qui traîne déjà depuis un certain temps. On voit que c'est depuis janvier, donc globalement depuis le premier trimestre, enfin 26 janvier, oui, on pourrait dire 18-17 janvier, première accélération ici, on a commencé à voir la mise en place de la divergence. Donc oui, premier trimestre où on a quand même un appel de prix et une baisse du momentum. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va break baissier. Très important, ça veut dire tout simplement qu'on a une baisse du momentum, c'est une divergence qui nous indique un potentiel de baisse, parce qu'on a une baisse du momentum, donc ça veut dire qu'on a un cours qui continue à monter, alors que le momentum est en train de baisser, et normalement ça veut dire aussi qu'on a un épuisement structurel des forces et du flux qui est en train d'avoir lieu. L'élément à retenir, c'est que ce n'est pas parce que on a une baisse du flux et une baisse du momentum que le mouvement ne peut pas continuer, parce que la divergence on l'avait déjà depuis un certain temps, et pourtant on a continué à pousser très fort. On passe en 1 heure sur le BTC Total Index pour voir un petit peu ce qui s'est passé, où on a eu justement notre joli flash crash qui s'est effectué avec un ravalement qui s'est fait, dans lequel on est allé chasser les liquidités qui se trouvaient en dessous, on a fait la rupture de la compression que l'on avait, on a une compression de liquidité qui se trouvait ici, on a fait la rupture ici dans lequel on est allé chercher toutes les liquidités de cette zone-là, donc on a bien nettoyé, et on est quasiment allé chercher le niveau 1, Pour moi, c'est pas forcément suffisant. Ici, c'est pas assez marqué. Je le prends en considération quand même, mais j'aurais bien aimé qu'on aille chercher vraiment le 1 avec la liquidité de cette zone-là, avec le 786, pour me dire que potentiellement on pouvait repartir, retravailler une zone supérieure avec retravailler cette zone ici. Alors, au niveau des zones pures et dures, on va les noter tout de suite, de façon à ce qu'on les ait ensemble. Nous avons forcément une zone de liquidité très forte ici, dans lequel on a eu un travail du cours
ici, plus un renforcement de la liquidité ici. Donc pour moi, ça c'est une zone très forte, 28 588 à prendre en considération, dans lequel on pourrait aller chercher justement cette liquidité avant potentiellement de refaire un mouvement baissier, d'accord? On retient qu'on est ici dans une zone de travail dans lequel nous sommes dans une forme de range structurel sur une zone du comblement du CME, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, nous sommes bien dans la zone du comblement CME, donc on est dans une zone de travail qui est logique au niveau du cours. Ce que l'on va pouvoir attendre en termes de continuité baissière serait justement une chasse du 1, voire une chasse justement des liquidités pour aller chercher un petit peu plus bas le 886, et si on valide notre schéma de canal d'expansion, on aurait une continuité haussière et une continuité baissière en même temps, donc ça veut dire un cours qui chuterait ici en allant chercher les liquidités structurées ici pour repartir et refaire un plus haut. D'accord? Donc là-dessus, on aurait la continuité de cette pattern, et donc la rupture de la possibilité de la mise en place d'un range de travail, et c'est important de le retenir parce que c'est deux schématiques différentes, et lorsqu'on fait par exemple du trading majoritairement en spot money ou en chasse d'order block et de liquidité, les canaux d'expansion sont toujours très compliqués, il faut toujours faire très attention, et c'est propice à la manipulation. Étant donné qu'on est dans une zone proche de la manipulation, et on le voit quand même pas mal, on fait toujours très attention. Au niveau du BTC, on voit qu'on est en train de travailler ici, on est en train de zoner au niveau de la dominance, dominance dans lequel j'aurais bien aimé qu'on aille chercher un petit peu plus haut, hein, les 49%, ça aurait signifié une accélération haussière au niveau du BTC, beaucoup plus forte que là, avant de pouvoir redescendre, à savoir qu'il y a deux possibilités, hein, pour avoir ici la dominance qui descend, c'est soit un BTC qui range, avec justement les crypto-monnaies à côté, les altcoins qui poussent, donc à ce moment on aura une diminution, soit on a quoi? On a un BTC qui chute, alors que on a les cryptos, en général, soit qui range, ou soit qui chute aussi, mais de façon quand même bien moindre. Donc c'est les deux possibilités d'avoir un retournement et qu'il va falloir suivre. Pourquoi? Parce qu'on voit sur la totalité des cryptos, sur la totalité du marché, qu'on a quelque chose qui est beaucoup moins sexy que sur le BTC, dans lequel on a ici un travail du cours, on n'a pas fait de rupture de la R, d'accord, on n'est pas en train de consolider au-dessus, on est en train de consolider en dessous. Ça sous-entend aussi qu'on a une sous-performance très forte de l'ensemble des altcoins par rapport au mouvement du BTC, et que c'est un mouvement qui a été poussé par le BTC. Je vous en ai parlé déjà depuis un certain temps, et on le prend en considération sur le court, moyen et long terme. Ça veut dire qu'on risque d'avoir un shift de la liquidité qui risque d'arriver et se transférer sur les altcoins à un moment donné, si vraiment on repart sur une rupture haussière. Sur l'order flow, je vais pas aller trop loin parce qu'on reste toujours dans la même schématique, hein. On est flat ici, au niveau de la position des top traders, on est flat sur le spot, on a toujours cette tendance baissière au niveau du CVD perp, ce qui est plutôt positif d'ailleurs, hein, parce que normalement quand on a une divergence inverse, ça veut dire qu'on a le CVD spot qui est en train de s'enfoncer, le perp qui maintient et un cours qui pousse, ça veut dire que le perpétuel est en train de maintenir la hausse du cours, alors que justement les personnes sont en train de liquider du spot, c'est pas forcément bon signe. Sur le SP500, on a eu une grosse poussée, donc ce qui est très intéressant à prendre en considération avec les chiffres qui sont arrivés. Par contre, on voit que c'est décorrélé du BTC, hein. On regarde plutôt qu'on est vraiment dans la schématique du Nasdaq, hein. Le BTC était plus ici en orange en train de ranger, et nous avons un Nasdaq qui rangeait aussi dans cette partie-là, et le SP500, quant à lui, poussé, donc on a bien une dichotomie des deux. D'ailleurs, très intéressant, on va regarder le Nasdaq sur le SPX, donc c'est-à-dire le SP500, pour voir un petit peu où on en est. On valide, et on va voir que on se retrouve plus dans quelque chose de structurel, hein. On voit qu'on a bien une ressemblance aussi au niveau du BTC, dans ce qui nous est donné en termes de visibilité. On va juste, hop, se retirer un petit peu, on voit très bien que ça colle, hein. On a bien ce ratio qui est effectué entre valeur technologique et la totalité du marché américain, et on voit qu'on est ici dans une zone de retravail, donc ça sous-entend qu'on aurait une corrélation baissière, ça veut dire aussi une surperformance du SP500, en tout cas une reprise du SP500 par rapport au Nasdaq, à prendre en considération dans les semaines, voire les trimestres qui viennent, hein. Ce qu'on voit janvier, donc ça pourrait être sur le trimestre prochain, on pourrait se revoir, retester une zone ici, dans les 2,8, donc ça veut dire une surperformance du SP500 par rapport aux valeurs technologiques.